Europe 1 Archives. Europe 1 vous présente Au nom de l'amour de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Au nom de l'amour, l'être humain peut s'élever ou s'abaisser, devenir un esclave ou un héros, un ange ou un démon. Il échappe à la morale, à la raison, à la réalité. Conquiert le monde ou s'enracine, sacrifie sa fortune ou celle des autres, tue ou se tue, au nom de l'amour. Mai 1935. Falciano, petit bourg toscan d'une centaine de maisons, aux murs jaunes, aux toits rouges, groupés autour d'une église. De sa chambre, appuyée au clocher, Alba, jeune fille de 15 ans, regarde chaque matin le soleil se lever sur une ferme grise cachée dans les vignes. Alba Guidotti appartient à une famille aisée de Pise, mais son oncle, maire de Falciano et chef fasciste, vient de l'inviter à passer quelques jours chez lui. C'est d'une façon banale, à l'encre rose, que va commencer cette affaire étonnante dans laquelle les uns et les autres vont faire preuve, au nom de l'amour, d'une incroyable ténacité pour le meilleur ou pour le pire. Donc, Alba Guidotti, très jolie brunette de 15 ans, regarde le soleil se lever sur Falciano et son cœur se met à battre plus vite lorsqu'elle aperçoit le jeune Rinaldo, garçon de la ferme voisine, qui s'approche avec ses grands seaux de cuivre de la fontaine. Elle sait qu'il va puiser de l'eau pour arroser ses vignes avant de se rendre à la quincaillerie où il est employé. Rinaldo Mattesini, enfant de Falciano, est un bel adolescent de 16 ans, aux yeux bleus, aux cheveux noirs bouclés, avec un sourire enjôleur qui lui vaut de passer déjà pour le Don Juan de la ville. La fontaine est sous la fenêtre d'Alba, mais pour puiser l'eau, Rinaldo lui tourne le dos. Lasse de ne pas être vu, Alba, avec une malice de petite fille, saisit près du poêle un morceau de charbon, et lorsque le jeune homme se penche sur le bassin, elle le lance. Voilà, c'est fait. Il a suffi d'un morceau de charbon, de quelques vaguelettes en rond sur l'eau. Rinaldo lève la tête, voit Alba qui lui sourit, et se noue une intrigue qui va durer 20 ans, agiter les consciences et finir à Rome, dans le cabinet de travail du pape. Quelques jours plus tard, entre un mur de savon, un entassement de cuvettes émaillées, de lessiveuses et des tiroirs pleins de clous, le propriétaire de la quincaillerie, d'une élégance et d'une froideur blonde bien inattendue dans ce village perdu, saisit Rinaldo par le bras. « Dis donc, mon garçon, tu n'as pas froid aux yeux? J'ai remarqué ton manège. » »« Quel manège? Tu crois que je ne t'ai pas vu tourner autour de cette fille? » »« Et alors? » »« Oh, cela il serait bien égal au quincailler que Rinaldo Mattesini fasse la cour à Alba Guidotti. Mais sous des prétextes divers, les jeunes gens se sont rencontrés déjà 2 fois dans son magasin et il ne veut pas avoir l'air de couvrir un employé qui ose fréquenter la nièce d'un chef fasciste. Alors il croit devoir décourager le jeune homme. De toute façon, tu perds ton temps. Elle est fiancée avec le fils d'un gros bonnet de la ville. La seule chose qui puisse arriver, c'est que tu crées des ennuis à cette petite, voilà. De ce jour, Rinaldo évite Alba, qui, les vacances finies, retourne à Pise. Mais ils se retrouvent quelques mois plus tard, à quelques pas l'un de l'autre, dans le cortège qui suit l'enterrement du quincailler, car, comme vous allez le voir, chers amis, dans ces petits villages toscans, quelles que soient ses opinions politiques ou ses relations affectives, tout le monde se retrouve aux enterrements. Évidemment, les 2 jeunes gens s'observent à la dérobée. Tant et si bien qu'arrivé au cimetière, Rinaldo profite du flottement de la foule qui s'organise autour de la tombe pour s'approcher d'Alba. « Alors c'est pour quand le mariage ? » ?»« Quel mariage ? » ?»« Je croyais que vous deviez épouser le fils d'un gros bonnet. »« Qui vous a raconté cela ?» Rinaldo montre d'un signe de tête le cercueil qui disparaît dans le caveau. « Je suis complètement idiot !» s'exclame la jeune fille en colère. Comme autour d'eux, les gens font chut, chut, chut.
Elle ajoute tout bas, « Il n'a jamais été question de mariage, et j'ai été très malheureuse de ne plus vous voir. » Moi aussi. De l'autre côté du caveau, le curé de Falciano, devinant ce murmure, retient son oraison funèbre et toute l'assistance suit le regard qu'il leur lance. Le soir même, Rinaldo, convaincu que la scène du cimetière pourrait avoir des suites, se dépêche d'écrire au père d'Alba une lettre qui est un chef-d'œuvre du genre, pleine de fautes d'orthographe. Le père lui répond par une fin de non-recevoir en 3 lignes. « Monsieur, nous venons d'informer notre fille que nous avions pour elle d'autres desseins. Bien qu'elle ne soit peut-être pas en mesure d'en comprendre la portée, elle les approuve. Si vous l'aimez, vous cesserez donc de la voir. Je vous en remercie. Signé Benedetto Guidotti. » Voilà. C'est digne, net, court. 100 fois, Rinaldo va relire cette lettre sans comprendre qu'elle est vraiment symptomatique d'un état d'esprit odieux. Le père a écrit « Nous avons pour elle d'autres desseins. » Qui a des desseins? Le père. Ces desseins sont destinés à satisfaire qui? De toute évidence, avant tout, l'orgueil du père. Par contre, il fait appel à de grands sentiments, à la générosité et au sacrifice de Rinaldo. Si vous l'aimez, vous cesserez de la voir. Quant à Alba, son père écrit qu'elle n'est peut-être pas en mesure de comprendre la portée de ce qu'il fait pour elle. C'est donc un être inférieur, et il faut agir à sa place, lui faire accomplir même ce qui ne lui plaira pas, puisqu'elle ne comprendra pas. Bref, parce qu'Alba est une marionnette. Malgré l'éloignement, la surveillance dont la jeune fille est l'objet, Rinaldo lui écrit, espérant recevoir une explication. Aucune réponse ne lui parvient car ses lettres sont interceptées. Mais cette obstination agace le père de la jeune fille qui demande à l'oncle fasciste d'intimider le jeune homme. Un jour, il est arrêté et conduit au commissariat pour y passer une nuit, soi-disant soupçonné de menées communistes antinationales. Et la mère d'Alba dans tout cela, quel rôle joue-t-elle? Oh, pendant longtemps, elle semble inexistante et même plutôt compatissante. Elle a peu de communication avec sa fille, et lorsque celle-ci lui parle de Rinaldo, elle l'écoute sans rien dire, en hochant la tête. Elle serre parfois Alba sur son cœur. Ma pauvre petite fille. En réalité, en réserve stratégique, lorsque la famille Guidotti aura besoin d'elle, elle jouera son rôle, le plus odieux qu'une mère puisse jouer. Inutile pour le moment, car la guerre d'Abyssinie vient d'éclater. Rinaldo est mobilisé et embarque le 6 octobre 1935 à Naples avec d'autres garçons de Falciano. Alba, autorisée à les suivre, le visage coincé dans les barreaux des grilles qui entourent impitoyablement le port de Naples, voit Rinaldo monter la passerelle d'un bateau, le fusil sur l'épaule et le calot à pompons sur la tête. Ce calot maudit qu'elle verra sur sa tête dans tant et tant de cauchemars durant tant et tant d'années. Cette guerre, qui devait être une promenade militaire, dure 3 ans. 3 ans d'inquiétude pour Alba. 3 ans de tranquillité pour ses parents, qui espèrent que Rinaldo n'en reviendra pas. 2 tentatives pour faire épouser à la jeune fille quelques beaux partis échouent, bien entendu. Un petit matin gris et brumeux derrière les grilles, qui emprisonnent toujours indéfiniment le port de Naples, Alba, qui se tient presque au barreau pour rester debout, voit descendre d'une passerelle sans fusil et le calot tout flasque sur la tête, Rinaldo, qui traverse le quai comme un fou et court vers elle. Sans nouvelle de lui depuis si longtemps et croyant être oubliée du jeune homme, elle a un mouvement de surprise lorsqu'il l'étreint sans dire un seul mot. « Excusez-moi, murmure enfin la jeune fille, je dois partir. Papa est mort hier. Nous nous verrons à l'enterrement. » À l'enterrement, dans le cortège, ils sont loin l'un de l'autre. Mais, comme 3 années plus tôt, ils se rapprochent au cimetière. « Je ne comprends pas, murmure la jeune fille. Vraiment, je ne comprends pas. Vous ne m'avez pas oublié. Mais jamais. Je n'ai pensé qu'à vous. » Si les paroles sont banales, il faut admettre que la situation l'est moins.
Le jour même, Rinaldo montre à Alba stupéfaite la lettre de son père jaunie et maculée qu'il a toujours gardée. Cette fois, les jeunes gens sont bien décidés à surmonter tous les obstacles et, s'il le faut, à quitter l'Italie. Pour cela, un minimum de préparation est nécessaire. Rinaldo ne veut pas faire du jour au lendemain de cette jeune fille riche, adulée, habituée au confort, une misérable émigrante. C'est alors qu'une fois encore, Mussolini vient au secours de la famille d'Alba en contrariant les projets des jeunes gens et ceux de la façon dont il nous a accoutumés. En octobre 1940, il lance de nouveau l'Italie dans la guerre. Cette fois, Rinaldo fait partie du corps expéditionnaire contre la Grèce. Initiative désastreuse pour le Duce, ses troupes sont mises en déroute par les Grecs. Alba est sans nouvelles. Alors la famille décide de frapper un grand coup. Elle a compris que Rinaldo, vivant, elle ne parviendra jamais à faire épouser à la jeune fille un autre homme. Et malgré toutes les raisons qu'elle se donne, son opposition à ce mariage n'est plus qu'une haine irraisonnée et inconsciente envers ce garçon qui représente un avenir qui lui échappe. Peut-être parce que la famille vieillit, mais aussi cela se sent, cela se devine, parce que la flamme fasciste baisse chaque jour un peu plus. Mais qui frappe le grand coup? L'oncle Guidotti et le curé, comme on dirait aujourd'hui, ne sont plus crédibles. Alors c'est la mère qui entre un soir pâle et titubante dans la chambre d'Alba pour s'asseoir sur son lit. D'abord, elle la regarde droit dans les yeux sans rien dire. Alba reste pétrifiée de la voir ainsi. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ma fille. Oh, ma petite fille. Elle parle d'une voix presque rauque, les larmes lui viennent aux yeux. Alba devine qu'il s'agit de Rinaldo. Eh oui, il s'agit bien de Rinaldo. Ni son oncle ni le curé n'ont osé lui dire, car elle ne les aurait peut-être pas crus. Ils viennent d'apprendre la nouvelle en haut lieu. Rinaldo a été tué, une balle en pleine poitrine. Bien sûr, dans la famille on ne l'aimait pas, mais tout de même, ce garçon est mort pour l'Italie, etc., etc. Quant à elle, la mère, évidemment, elle ne souhaitait pas ce mariage. Mais ce qu'elle voulait avant tout, c'était le bonheur de sa fille, etc., etc. Elle serre Alba sur son cœur, mêlant ses larmes aux siennes. Ce qui est horrible, c'est que tout ceci est faux. On est sans nouvelles de Rinaldo, c'est tout. Nombreux sont ceux qui nous écoutent et ont payé pour le savoir. La Seconde Guerre a pour certains prisonniers duré très longtemps. C'est le cas de Rinaldo. Lorsqu'il rentre en Italie, il a 28 ans. A-t-il oublié Alba? Certainement pas, puisqu'il décide de se rendre aussitôt près d'elle. Mais la maison est vide. Elles sont parties à l'arrivée des Américains, explique un voisin. Et son oncle? Oh, lui, c'est un fasciste. Il doit être en prison. Un an plus tard, Rinaldo est convié aux obsèques de Flavia Guidotti, la mère d'Alba, revenue à Pise quelques semaines plus tôt pour y mourir. Derrière le corbillard, au premier rang, pas une femme. Rinaldo reste interloqué. Comment se fait-il qu'Alba ne soit pas là? Tout en cheminant à pas lents, un vague cousin lui explique. Elle est entrée au couvent des bénédictines cloîtrées de la Via Santa Maria à Florence. Au couvent? Oui. Personne ne l'a revue depuis son noviciat. Les bénédictines cloîtrées, c'est l'ordre le plus sévère. Elles n'ont pas le droit de sortir, même pour l'enterrement de leurs parents. Au couvent? Mais au couvent pourquoi? Et parce qu'elle vous croyait mort? Enfin, c'est ce qu'on lui a dit. Mais qui lui a dit une chose pareille? Le cousin, d'un petit signe du menton, montre le corbillard. Elle,
Dieu ait son âme. Derrière les murs de son couvent, Alba Guidotti, devenue sœur Mathilde, perdue dans ses méditations, n'a pas entendu la tempête qui bouleversait son pays. Les Alliés débarquant en Normandie, les Français défilant dans Rome, Mussolini pendu, les fascistes reniant leurs faisceaux. Avec les autres religieuses, elle se lève chaque jour à 4 heures pour aller prier pendant 2 heures à la chapelle. Prière suivie d'1 heure de méditation solitaire avant le café du matin. Le reste de la journée, elle travaille et prie. Il y a en outre 3 jours d'abstinence par semaine. Tout cela devrait normalement noyer ses sentiments pour Rinaldo, l'amour de son adolescence. Or, il semble bien qu'elle ne l'a pas oublié et mêle à ses prières une pensée profane. Quant à Rinaldo, depuis qu'un parent lui a révélé qu'Alba était entrée au couvent parce qu'elle le croyait mort, il n'a plus qu'une idée, la revoir. Et à force d'intrigues, de supplications, il obtient une faveur absolument extraordinaire, une entrevue avec elle. Cette rencontre a lieu en 1950, 7 ans après l'entrée d'Alba chez les bénédictines. Au parloir, un double grillage sépare Alba de Rinaldo. Dans la pénombre, il se devine plus qu'il ne se voit. Les yeux de Rinaldo brillent dans son visage cuit et émacié de prisonnier. Sous le voile noir, Alba, pâle comme une morte, ose à peine lever les yeux. Oh, il faudrait être Shakespeare pour imaginer, sans sombrer dans le ridicule, le dialogue de ces deux êtres. Rinaldo supplie Alba. Mais Alba est prisonnière, non seulement des murs du couvent, mais aussi de sa foi, de ses vœux. Elle n'est plus Alba Guidotti, mais sœur Mathilde. Rinaldo réussit néanmoins un véritable tour de force. Faire glisser entre les deux grilles une photo qu'Alba parvient à dissimuler dans son livre de prière. Au verso, quelques mots. « Vous voyez, j'ai changé, mais mon amour est le même. » Pendant 7 nouvelles années, 7. Sœur Mathilde, la photo de Rinaldo sous les yeux, est déchirée entre son amour retrouvé et la fidélité aux vœux qu'elle a prononcés. Mais que vaut son serment? Elle a pris le voile, parce qu'elle croyait Rinaldo mort. C'est elle qui a été trompée. Dans les longues heures quotidiennes consacrées à la méditation, Alba ne pense plus qu'à Rinaldo. Peu à peu, la confiance qu'elle a en Dieu lui donne le courage de prendre une décision héroïque. Elle va s'évader du couvent pour retrouver Rinaldo. Alors commence un long travail de patience. Tout d'abord, il lui faut des vêtements civils. La vue d'une bénédictine cloîtrée dans la rue donnerait l'éveil au premier passant qui peut-être alerterait les religieuses. En cachette, la nuit, dans l'obscurité pour ne pas donner l'éveil, avec des lambeaux de voile noirs, elle se confectionne un tailleur. Avec des tombées de voile blanc, elle se fait un chemisier. Ce travail demande plus d'1 an. Il lui reste maintenant à trouver le moyen de sortir du couvent. Il y a dans le jardin une petite porte métallique inutilisée depuis toujours. Alba pense qu'il lui suffirait de trouver la clé. Quelques semaines plus tard, des ouvriers viennent faire des réparations au couvent et pour qu'ils introduisent leur matériel, le concierge fait tourner la vieille serrure rouillée. Alba le guette et voit qu'il glisse la clé sous une pierre. Elle partira ce soir. La nuit venue, elle met son tailleur, passe par-dessus son habit et son voile de religieuse, sort de sa cellule et se glisse dans le couloir. Elle arrive dans le jardin, hésite. Elle a peur. Va-t-elle rebrousser chemin? Se jeter aux pieds de la supérieure et lui demander pardon? Non. Elle avance le long des cyprès dans le parc désert. Le vent des Apennins la fait grelotter. Elle entend 9 heures sonner à quelque vieille horloge du côté de l'église. Elle arrive haletante à la porte de service, se baisse, cherche sous la pierre, trouve la clé, la glisse dans la serrure de la porte. Celle-ci s'ouvre
avec un grincement qui la fait frissonner. Sœur Mathilde prie pour se donner du courage. D'un mouvement rapide, dévoilant son chemisier blanc et son tailleur noir, elle rejette ses vêtements religieux, les jette derrière la porte et sort. Alba hésite un instant. Elle a du mal à s'orienter. La rue est déserte. Arrivée sur les bords de l'Arno, elle se met à courir dans la direction de la Piazza della Signoris. Elle se signe, ne sachant plus si elle est maudite ou parjure. Elle ne sait pas si elle ne va pas être excommuniée. Mais en revanche, elle sait qu'en cette nuit du 27 novembre 1957, elle est libre, elle, Alba Guidotti, sœur Mathilde. Elle vient de s'enfuir du couvent des Bénédictines, où elle était cloîtrée depuis 15 ans. Son amour pour Rinaldo a été pur, et elle veut qu'il reste tel. Elle se réfugie à Pise, chez ses parents. Elle ne verra Rinaldo que si le pape pardonne son sacrilège et lui accorde, si sa clémence peut aller jusque-là, une dispense spéciale qui lui permettrait de se marier. Alba écrit donc à Pie XII. La réponse est longue à venir, mais la voici. Elle est favorable. L'amour d'Alba a renversé tous les obstacles. Et cet amour n'était pas vain. Rinaldo l'attend toujours. Pour se marier, ils choisissent la date du 20e anniversaire de leur rencontre. Le 1er mai 1958, la cérémonie aura lieu à l'église de San Miniato, non loin de Pise. Un prêtre bénira leur union. Vous venez d'écouter Au nom de l'amour de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Estelle Lafont. Patrimoine sonore Sylvain Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Au nom de l'amour est disponible sur le site, l'appli Europe 1 et toutes vos plateformes d'écoute.